Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Centréon. Nous sommes ici pour parler de la nouvelle version 25.10, des nouveautés qu'apporte cette version 25.10 de Centréon ou de Centréon Inframonitoring. On va voir qu'il y a une petite question de nommage de produit là en introduction de ce webinaire. Je suis donc avec deux product managers, Romain et Florian, c'est eux qui vont présenter. Moi-même, je suis Pierrick Martel en charge du marketing produit. Et puis en coulisses, on a Fabrice qui gère toute la partie logistique. Sans attendre, je vous montre l'agenda. On a fait simple. On a deux interlocuteurs, donc deux personnes qui vont parler, chacun son tour, hein. Première partie, c'est Romain qui nous parle des dashboards, de maps, de BAM, des nouveautés dans ces trois produits. Puis moi, je ferai une petite page de publicité sur un sujet là qu'on va découvrir, centré en DEM. Et puis, deuxième partie, Florian nous parlera de la gestion des secrets, de l'agent Centrion Monitoring, et puis de différents autres sujets, de comment on met à jour sa plateforme. Alors, nouveauté, pour cette fois-ci, on a décidé de faire deux sessions de questions-réponses, une session après chaque présentateur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on teste, on verra si ça marche bien comme ça. Donc voilà, une fois que Romain a terminé, et après ma petite page de publicité, questions-réponses sur les sujets qui ont été abordés par Romain, puis ensuite les sujets à la fin abordés par Florian, ou les sujets généraux qui n'ont été abordés par personne, essayer de garder ces questions-là pour la fin. Où est-ce qu'on pose ces questions? Aujourd'hui, on utilise GoToWebinar, donc c'est à droite, il y a un petit point d'interrogation, vous pouvez poser vos questions et on les lira à haute voix et on ne va pas y répondre en ligne, on va y répondre à haute voix pendant les sessions questions-réponses. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'introduction. Alors, avant de passer la main à Romain, vous savez peut-être que le 16 octobre, si vous étiez au Centre Summit ou si vous lisez la presse, nous avons annoncé une nouvelle plateforme d'observabilité 100% française, souveraine, modulaire et économique. Et donc, c'est une plateforme qui combine la supervision des infrastructures IT et OT, le bon vieux Centréon, mais aussi la gestion des logs et aussi la supervision de la performance web ou de l'expérience utilisateur. Donc, cette annonce, en fait, c'est une annonce qui explique que l'on étend notre portefeuille produit. On passe de un produit à trois produits. Un produit, c'est le produit Centréon qu'on connaît depuis toujours, sauf que on ne peut plus vraiment l'appeler Centréon puisque les deux autres produits s'appelleraient aussi Centréon. Donc, le produit Centréon dont on parle aujourd'hui, la plateforme de supervision des infrastructures IT-OT, désormais on va l'appeler Centréon Inframonitoring. Et puis on a un produit de gestion de log qui est un nouveau produit qu'on va appeler Centréon Log Management. Et puis on a un nouveau produit aussi qui est supervision de l'expérience utilisateur qu'on va appeler Centréon 2M. C'est ce que j'explique dans ce slide-là. L'ensemble de ces trois produits, c'est une plateforme. On appelle ça la plateforme Centréon Observability Platform. Trois produits, le bon vieux Centréon qu'on connaît depuis toujours, que l'on appelle Centréon Inframonitoring, le Centréon Log Management et le Centréon DEM. Aujourd'hui, on parle donc de la 2510 de Centréon Inframonitoring. Maintenant, Romain, Florian et vous tous, vous avez le droit de continuer à dire Centréon parce qu'on sait qu'on est dans le contexte de ce produit-là et qu'on ne va pas se tromper avec les autres produits. Centréon Log Management, c'est un nouveau produit que l'on développe en interne. Pour l'instant, on est en bêta privée. Il y a quelques utilisateurs qui sont en train de tester la version bêta. On passe en bêta public au mois de janvier 2026 et il y a des informations sur ce produit, sur ses fonctionnalités ou ses futures fonctionnalités quand il sera disponible sur notre site internet. Et puis Centréon DEM, c'est déjà disponible. En fait, il y a déjà plein de clients qui utilisent Centréon DEM parce qu'en fait, ça vient d'une acquisition, l'acquisition de Quanta.io, une entreprise on a fait cette acquisition au mois de juin dernier. Vous trouvez aussi sur notre site web des informations sur les fonctionnalités de ce produit. Si ça vous intéresse, il y a un webinaire mardi prochain, le 25 novembre, qui est organisé par le CRIP. Et peut-être que Fabrice peut mettre le lien de ce webinaire quelque part voilà, dans le chat. Merci. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Centréon Inframonitoring, notre plateforme de supervision, la 2510, et nous parlons des nouveautés de cette plateforme. Je laisse la main à Romain qui ouvre son micro, merci, et qui va partager son écran à ma place. Et puis nous, on va éteindre nos caméras discrètement pour le laisser parler. Merci Pierrick, super introduction.
Bonjour tout le monde. Alors, je souhaitais en effet vous parler de plusieurs nouveautés. Alors, j'aurai pas le temps de tout couvrir, évidemment. La version 25.10, elle apporte, comme à chaque version majeure, son lot de nouveautés. Je vais me concentrer sur trois éléments. Donc, la partie tableau de bord, la partie BAM et la partie map. Alors, les tableaux de bord, vous le savez, hein, sûrement déjà, c'est la vitrine de Centréon. C'est là où vous supervisez, vous regardez vos alertes en temps réel. Donc la partie temps réel, elle était déjà bien gérée. Ce qui manquait cruellement pour nos utilisateurs business, c'est la partie widget MBI, donc toute la partie de reporting qui, elle, pour le coup, existait dans les ancêtres des tableaux de bord, les vues personnalisées, mais n'était pas encore disponible sur les nouveaux tableaux de bord. C'est désormais le cas. Alors, en partie seulement, on a 4 nouveaux widgets qui sont disponibles. Je vais vous en montrer un petit aperçu juste après, qui ont été donc catégorisés dans une nouvelle section quand vous créez vos widgets qui s'appelle rapport. Il faut savoir qu'en tout, il y aura 9 widgets. Donc, il y en a 5 autres qui vont arriver dans les prochaines versions mineures de la 25.10. On les a classés par usage, évidemment, de votre côté. On a essayé de simplifier ce portage. Hein. On ne s'est pas contenté simplement de faire du 1 pour 1. Côté vue personnalisée, on avait 15 widgets. On va essayer de simplifier ça pour en faire uniquement 9 et qui seront beaucoup plus simples d'utilisation et qui bénéficieront évidemment de toutes les nouveautés et simplifications graphiques qu'on a apportées à tous les autres widgets des dashboards. Donc que ce soit au niveau des styles, des axes, des légendes de vos graphiques par exemple, mais aussi au niveau bien sûr des avantages de flexibilité et de positionnement des widgets dans le dashboard tout simplement. Il y aura des nouvelles API REST qui iront avec, évidemment, comme toutes les nouveautés qu'on apporte chez Centréon, on reste API centrique. Et je vais vous montrer tout de suite un aperçu de chacun des widgets. Alors le premier, un des plus utilisés, c'est le Metric Capacity Planning qui vous permet de voir l'évolution de valeur d'une métrique par rapport à son historique. Ce afin notamment d'estimer quand, par exemple, un stockage atteindra sa saturation. Donc très important. On aura ensuite les rapports de disponibilité. Donc, les disponibilités, on les a à la fois pour les activités métiers, donc les BA, comme celui-ci qui va vous donner, pour une période donnée, le taux de disponibilité. Vous pourrez aussi voir sur ce même widget le pourcentage actuel, la santé actuelle de votre BA, bien sûr, et vos niveaux de SLA, warning et critique. Toujours dans la disponibilité, ensuite, on a la partie historique de disponibilité des activités métiers, toujours elles. Donc là, pour le coup, vous verrez directement sur une année le nombre d'alertes, la performance et le taux de disponibilité visible sur un graphique. Et là, vous reconnaîtrez l'affichage aussi déjà utilisé dans le widget graph des tableaux de bord pour ceux qui ont déjà la chance de commencer à s'en servir. Et enfin, en termes de disponibilité, le dernier widget disponible dès la sortie de la 25.10, c'est la disponibilité des host groups, des hosts, des catégories d'hosts et des host groups. Donc les trois sont disponibles, ça se fait via un paramètre alors qu'avant ça se faisait via des widgets séparés. Et donc là aussi, on retrouve un graphique classique, comme vous avez déjà l'habitude de l'utiliser sûrement. Voilà pour la partie widget MBI. Ensuite, on a une grosse fonctionnalité qui était très très attendue, on le sait, par nos utilisateurs, par vous, c'est la partie regex dans la sélection des ressources. Alors les regex, c'est quoi? C'est une manière très très simple de sélectionner en masse des contenus, enfin des ressources. Aujourd'hui, la sélection des ressources, elle se fait une par une ou groupe par groupe. La puissance des regex, c'est que via une petite manipulation technique, vous allez pouvoir les sélectionner directement par nommage. Et non seulement vous pourrez les sélectionner par groupe, mais vous pourrez aussi du coup inclure les prochaines ressources qui respecteront le même nommage que vous aurez sélectionné. Donc directement dans le champ de recherche des ressources, vous pourrez utiliser n'importe quel regex, donc expression régulière, c'est le petit diminutif. Et aujourd'hui, c'est disponible pour les ressources dans la 25.10. Ce sera bientôt disponible aussi pour la sélection des métriques. Un petit exemple pour être un peu plus concret. Donc là, à gauche, vous avez le mode classique de sélection des ressources que vous connaissez déjà. Et à droite, le mode expression régulière, donc qui peut s'activer via un pictogramme
disponible à droite dans le champ de recherche. Donc en classique, comme je le disais, une sélection des ressources une par une. Et en regex, donc avec des caractères spéciaux que je ne détaillerai pas ici, mais que les plus experts d'entre vous connaissent sûrement déjà, je suis en mesure de sélectionner les mêmes ressources qu'à gauche, donc qui respectent une certaine nomenclature. Mais surtout, si demain je rajoute une ressource qui respecte là aussi cette nomenclature, elle apparaîtra tout de suite dans le widget. Pas besoin de venir éditer vos widgets et vos dashboards pour les prendre en compte. Très puissant. Et enfin, je voulais terminer sur la partie tableau de bord par une liste de petites améliorations, petites, mais tout du moins très très pratiques. Alors déjà, on s'est efforcé de réduire un maximum les espaces perdus dans les tableaux de bord, les blancs, les choses qu'on ne pouvait pas diminuer, etc. Parce que tout simplement, moins de place perdue, ça vous permet d'afficher plus d'informations utiles. Ça, c'est des retours qu'on nous a beaucoup fait aussi. On continue à travailler dessus. Donc, on a notamment optimisé la taille et les positionnements par défaut de chaque widget, histoire qu'ils viennent se positionner plus intelligemment que dans les versions précédentes, et surtout que vous puissiez les réduire pour votre usage et en positionner le plus possible. On a enlevé tous les espaces vides entre les widgets, au niveau du header, des choses comme ça. Et chacun des widgets est désormais agrandissable individuellement via un petit pictogramme en haut à droite de chaque widget. Vous allez pouvoir, enfin en tout cas la plupart, vous allez pouvoir les afficher quasiment en plein écran pour une visualisation plus focalisée sur un widget en particulier quand vous avez besoin de regarder en profondeur quelque chose. Et comme je le disais en introduction, avec l'ajout des widgets de reporting MBI, on s'est attelé à une catégorisation parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de widgets. Donc, il était temps qu'on puisse les trier un peu plus efficacement. Donc, on a 3 catégories. Les widgets génériques, donc tout ce qui ne concerne pas forcément directement la supervision, ça va être widget d'horloge ou de compte à rebours, le texte générique pour mettre en page votre tableau de bord, ou l'intégration d'une page tierce via une URL directement, donc une web page. On a les widgets de temps réel. Donc ça, c'est la partie qui était déjà disponible, évidemment, tout comme les widgets génériques auparavant. Ça peut être les widgets de suivi des activités métiers, mais aussi des ressources comme les hosts groupes, etc., classiques, et les métriques. Et on a donc rajouté la partie MBI Reporting Widget, où vous avez, dès la sortie de la 25.10, 4 widgets disponibles. Voilà pour les tableaux de bord. Je vais continuer directement avec la partie activité métier. Donc, activité métier, vous l'avez peut-être déjà vu passer pour ceux d'entre vous qui auraient déjà migré vers les dernières versions de la 24.10, donc notre ancienne version. On a une nouvelle interface de temps réel, de monitoring temps réel de l'activité métier. L'idée, là aussi, c'était d'améliorer et de moderniser votre expérience utilisateur, tout en réutilisant ce qui est fait côté tableau de bord, avec des choses plus flexibles, je répète les mêmes mots, mais plus simples et plus modernes. Donc cette nouvelle interface, elle intègre 3 panels qui reprennent eux-mêmes des widgets qui existent déjà côté tableau de bord. Donc un panel de diagramme pour voir l'ensemble de l'arbre d'une activité métier et de ses indicateurs. Un panel qui vous montre l'historique de statut de l'activité métier. Et un panel qui vous détaille les ressources ou les indicateurs qui font partie donc de l'arbre et notamment vous permet de mettre en évidence ceux qui sont en problème. Dans l'arbre et dans la liste des indicateurs, vous allez avoir la possibilité de voir directement où sont les problèmes. On va ouvrir uniquement les branches concernées par les problèmes de prime abord. Vous pourrez ensuite bien sûr étendre ce que vous souhaitez, mais on est là pour faire du monitoring sur cette page, donc l'idée c'est de mettre en avant les problèmes bien sûr. Et là aussi, chacun des panneaux pourra être agrandi, comme dans la partie dashboard. Il faut savoir que c'est la phase initiale d'un grand projet de refonte globale des activités métiers. On a entendu vos retours là-dessus et d'ailleurs merci pour ça. Il y a des problèmes de configuration. C'est pas simple aujourd'hui de configurer des activités métiers. Et il y a des problèmes de visualisation en amont des problématiques et des différents seuils que vous pouvez mettre sur vos activités métiers avant la mise en production pour la configuration. Donc une simulation de ce que donneraient vos modifications avant de les mettre en production. Donc voilà un aperçu de la nouvelle interface temps réel des activités métiers. Comme je disais, vous voyez bien les 3 panneaux avec en haut à droite de chaque panneau le petit pictogramme pour mettre en plein écran.
Donc, vous avez sûrement déjà vu ces widgets. Comme je le disais, ils sont déjà disponibles dans la partie dashboard de manière indépendante. Et donc l'art, par exemple, beaucoup plus moderne, vous permet notamment dans les grandes activités métiers de venir naviguer via la minimap en bas à droite plus facilement, de fermer et d'ouvrir les nœuds qui vous intéressent. À droite, vous avez une petite case à cocher qui vous permet d'afficher ou non uniquement les indicateurs qui impactent la santé de votre BA directement. Et en bas, comme je le disais, l'historique des statuts sur une période donnée qui est sélectionnable juste au-dessus. On a parlé MBI, on a parlé BAM. Il était temps de parler de la dernière fonctionnalité, d'une des dernières fonctionnalités majeures de l'offre business qu'on propose, MAP. Donc dans MAP, on s'est attelé à se concentrer sur des grandes améliorations sur la partie vue géographique. Alors pourquoi? Parce que déjà, tout simplement, on a eu encore une fois vos retours. Et aussi parce que, vous le savez sûrement, le client Lourmap, donc l'ancien client, et ce qu'il y avait avec, qui s'appelait les Geomap, est déprécié depuis la version 24.10. Donc il était temps qu'on ait un équivalent fonctionnel à la hauteur. Et donc il manquait des choses cruciales qu'on a donc ajoutées ici. Le premier, c'est la gestion des privilèges, tout simplement. Aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, les vues géographiques, elles étaient accessibles par tout le monde, par personne. Maintenant, on a repris le même système que les maps classiques, donc vous pouvez évidemment partager en lecture, en écriture, et en tant que créateur, vous êtes propriétaire de la GeoView. Il est désormais aussi possible d'afficher directement des maps, donc vous pouvez associer des coordonnées géographiques, non plus seulement à vos ressources et à vos activités métiers, mais aussi à vos maps directement, pour qu'elles soient positionnées sur la vue géographique, comme les autres ressources. Et en cliquant dessus, vous serez redirigé vers le contenu de celle-ci pour analyser plus en profondeur le problème, bien sûr. Vous avez, comme sur Map, là aussi, la sauvegarde de la perspective qui est maintenant disponible, en fonction du zoom que vous effectuez, de la position sur la cartographie que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez, via un petit pictogramme, comme d'habitude, sauvegarder ça. Ce sera utilisé pour votre prochaine visite. Et vous pouvez aussi dupliquer les GeoViews entre elles. Autre sujet map qui manquait cruellement, notamment pour nos clients MSP, donc qui ont eux-mêmes plusieurs clients qui hébergent. Il n'y avait pas d'ACL pour la gestion des images, donc pas de droit sur la gestion des images. Les images, souvent, sur les cartographies, elles sont utilisées comme fond de carte. Elles peuvent contenir des données sensibles, donc ne pas avoir de méthode de sécurisation d'accès à ces images, évidemment, c'était un problème. Donc, on l'a résolu en utilisant les ACL de la même manière que les ACL des ressources. Donc, vous pouvez directement sélectionner des dossiers d'images. Alors, on n'a pas fait image par image, hein, on l'a fait par dossier, bien sûr, pour segmenter les accès que vous souhaitez donner aux différents utilisateurs. Donc, juste un petit aperçu de où est-ce que ça se passe. Comme je le disais, c'est comme pour les accès des ressources. Vous aviez les hosts, vous aviez les services. Désormais, vous avez les dossiers d'images qui sont disponibles directement ici. Et je vais terminer pour la partie map par des jetons d'authentification d'accès à l'API. Donc l'API map, très utilisé, très pratique si vous voulez évidemment automatiser de la création, de la mise à jour de vos maps. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle utilisait les jetons JWT. Désormais, il est aussi possible d'utiliser les jetons d'authentification, les jetons d'API Centréon. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, il y a une page pour gérer ça directement dans l'interface Centréon. Alors, un des gros avantages, évidemment, c'est que vous pouvez désormais utiliser vos authentifications déléguées pour vous connecter à ces API, ce qui n'était pas possible avant. C'est notamment indispensable sur la partie service cloud. Voilà pour moi. Je vais maintenant laisser la main de nouveau à Pierrick. Merci. Je vais reprendre la main sur l'écran, tout l'écran. Tac. Voilà. Donc, merci pour vos questions. On va les traiter juste dans 2 minutes. Je fais ma petite passe de publicité. Donc, on a une nouvelle solution centrée en 2M qui provient de l'acquisition de Quanta, pardon. Ça fait du STM, Synthetic Monitoring, du RUM, Real User Monitoring, du Load Testing, et ça mesure et ça donne des indicateurs de mesure de la performance web. Et donc, on a entièrement refait le connecteur vers cette solution.
pour qu'ils fonctionnent parfaitement bien. Ce qui veut dire que si vous avez les deux solutions, les deux produits, eh bien, dans Centréon Inframonitoring, dans vos widgets, vous pouvez voir les indicateurs, les KPI de Centréon DEM, par exemple le score de performance, le score de sobriété numérique, les différents scores que fournit cette solution, ou alors là, le synthetic monitoring, tous les petits robots qui testent votre site web, vous avez les valeurs qui sont remontés par ces robots. De même que dans BAM, puis on vient de voir qu'on a revu un petit peu l'interface BAM, vous pouvez rajouter comme KPI dans BAM les indicateurs qui proviennent de tous des robots STM par exemple, ou les alertes qui proviennent de Centréon DEM. Voilà, c'est un petit détail. On a plusieurs produits, mais ils sont intégrés à travers simplement nos connecteurs de supervision et nos interfaces graphiques, que ce soit BAM, MAP, j'ai pas mis d'exemple MAP, mais ça marcherait pareil, ou MBI. Alors, nous allons passer aux questions. J'ai fait un petit peu de tri dans les questions. La toute première question, en fait, elle concernait Debian, mais Debian, c'est le dernier slide de cette présentation. Donc, on traitera la question Debian en tout dernier, à la fin de dans la deuxième session de questions-réponses. Par contre, je vais poser les questions à Florian, je les ai un petit peu rangées. Les tableaux de bord existants seront-ils toujours fonctionnels? Donc, on parle des custom views ou des vues personnalisées sans modification après la montée en 25.10. Question cruciale. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parler de dépréciation. C'est vrai que j'ai dû utiliser une terminologie de type ancêtre pour la partie vue personnalisée. C'est juste pour orienter doucement vers ce qui se fait de plus neuf sur Centréon, donc la partie tableau de bord, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on ne parle pas de dépréciation des vues personnalisées. Pas encore, Voilà. mais en tout cas, si vous avez des nouvelles vues personnalisées à faire ou des nouveaux tableaux de bord, essayez de vous tourner quand même vers les tableaux de bord parce que évidemment, ça reste le futur de Centréon. Voilà. Quand est-ce qu'est prévu un tableau de bord avec Centréon OpenTicket? C'est déjà le cas. Il y a le widget Resource Table qui est disponible en 24.10 et qui a à l'intérieur, donc le Resource Table, c'est l'équivalent de Resource Status, donc la liste de vos alertes en temps réel sur vos ressources. Et à l'intérieur, il y a une option de management de tickets qui est exactement le principe d'OpenTicket qui se retrouve à cet endroit-là. D'accord. Donc dans le passé, c'était un widget dédié, séparé. Il y a eu un regroupement là de widgets et le même widget permet de traiter le cas avec ou sans OpenTicket. Exactement. Concernant le widget sur la disponibilité des groupes d'hôtes, existe-t-il le même pour les groupes de services? Il me semble que le widget de groupement intègre les services, hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé groupe monitoring, hein. C'est que justement, là aussi, on simplifie. D'accord. On ne fait pas que les hosts Mhm. ou que les services via deux widgets différents. On regroupe tout dans le même. Oui, je vous confirme. Oui, donc voilà. Donc en fait, le widget, c'est le widget de groupe et il Groupe marche en monitoring. fonction du paramétrage. Voilà. Exactement. Euh, Et puis là, j'ai une dernière question, mais à moins qu'il y en a d'autres qui apparaissent sur le sujet, qui est la question un peu plus difficile de Colin. La sélection des ressources se base-t-elle toujours sur le nom et non pas sur l'ID? Parce que jusqu'à maintenant, si je sélectionne un groupe d'hôtes dans mon widget, puis que je le renomme dans sa configuration, ben, le lien est perdu et les regex ne vont pas permettre de corriger ce comportement. Très bonne question. Si vous sélectionnez un groupe d'hôtes et que je les renomme, ouais. Alors, je suis étonné que le renommage fasse que le lien, enfin la liaison soit perdue. Mais en effet, c'est basé sur un nom. Donc, ouais, je vais creuser ce sujet. Merci pour le retour. Voilà, un sujet à creuser et puis tu pourras revenir vers Colin si tu as plus de précision là-dessus. Alors il y a d'autres petites questions qui sont apparues mais qui ne sont pas vraiment liées à ce qu'on vient de voir. Par contre, il y a une question là sur en rapport avec les ACL, est-il prévu de faire des ACL également pour les rapports MBI? Pour les rapports, Oui, alors, les rapports MBI. je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà un système d'ACL qui est peut-être pas assez poussé. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, on n'a pas touché au rapport. Et, il n'est malheureusement pas prévu qu'il y ait d'action spécifique là-dessus. Maintenant, s'il y a un besoin avéré,
n'hésitez pas à le formuler via nos forums The Watch notamment. Mais il y a déjà des ACL sur la partie MBI. D'accord. Il y a quelques autres questions, mais on va devoir couper là pour l'instant. C'est la difficulté de faire les questions-réponses en 2 sessions, c'est qu'à un moment donné, il y a Florian qui s'impatiente et qui a pas mal de choses à nous dire. Donc, on va laisser parler Florian. Il va ouvrir son micro, prendre la main sur l'écran, et puis on verra à la fin dans quelle mesure on peut répondre aux questions. Et puis peut-être que Romain peut répondre directement dans l'interface aux questions spécifiques sur Je sa suis en partie. train. Il est en train. Voilà. Merci à toi, Florian. Ok. Merci Pierrick. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler gestion des secrets. Pour commencer, les secrets c'est quoi? On parle de toutes les données liées à la configuration des ressources et à la configuration plus généralement de Centréon et qui sont catégorisées comme données sensibles. Ça peut être des macros de type password, ça peut être d'autres passwords de configuration, d'autres endroits de la solution. Toutes les données jugées sensibles. On manipule dans Centron Infra Monitoring beaucoup de ces données-là. Et on a vraiment pour objectif de les sécuriser davantage parce qu'on sait qu'à certains endroits, elles sont disponibles dans des fichiers de configuration en clair. Elles sont stockées en base de données. Elles transitent aussi entre le central, les polars, les remote serveurs, maintenant l'agent, Central Monitoring Agent. Donc, on a quand même pour volonté de les sécuriser de plus en plus. Qu'est-ce qu'on amène en 25.10 concernant ces secrets? Jusqu'à présent, on avait la chaîne suivante, donc pour parler vraiment des ressources de type, des macros pardon, de type password sur les ressources. On a un stockage en base de données en clair. La partie web va aller chercher ces données dans un flux classique qui n'est pas spécialement particulièrement sécurisé. Et ensuite, à l'export de configuration, le fichier généré va être envoyé sur l'époleur et ce fichier va contenir des données en clair qui vont être aussi poussées à Central Monitoring Agent, qui lui ne va pas les stocker en tant que fichier CFG, mais va les stocker en mémoire et dans un fichier un petit peu plus masqué, mais qui reste quand même en clair. Donc ça, on a voulu le sécuriser à partir de la 25.10. Donc déjà en 25.10.0, qu'est-ce qu'on a fait? On a amené du chiffrement sur la chaîne web Polar CMA. Et en 25.10 mineur, on est en train de travailler sur le chiffrement de la connexion à la base de données. Donc pour revenir à ce chiffrement de la chaîne 25.10.0, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau de la génération de la configuration, les secrets sont lus et sont chiffrés avant que les fichiers de configuration soient générés. Donc tout ce qui est écrit dans ces fichiers-là sont des données chiffrées. Ces données-là sont envoyées telles quelles au polar. Le poler est capable de les déchiffrer, va le faire à la volée quand il a besoin d'exécuter ses checks. Donc il va toujours stocker les fichiers chiffrés et il va déchiffrer quand il a besoin d'exécuter les contrôles. Si on utilise Central Monitoring Agent, celui-ci va récupérer sa conf depuis le poler avec également des credentials chiffrés et va les exploiter. Au moment où il a besoin, pareil, d'exécuter sa commande, il va déchiffrer à la volée et toujours stocker des données chiffrées. Déjà là, on sécurise la chaîne depuis le central jusqu'à l'agent. Et on est en train de travailler en 25.10 mineur sur le chiffrement également de l'accès à la base de données par le web, donc par la plateforme Central Infra Monitoring Central. Ce qui nous permettra vraiment de sécuriser toute la chaîne, ce qui est quand même pas négligeable. Un point important à savoir, je vais passer sur la slide d'après, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que ça va impliquer beaucoup de modifications? Est-ce qu'il va falloir avoir un point de vigilance supplémentaire? On va voir que c'est relativement, on a voulu vraiment que l'expérience utilisateur soit la plus naturelle possible là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est actif par défaut dans les installations 25.10, que vous soyez en upgrade ou que vous soyez en nouvelle installation. Donc, il n'y a pas d'option de l'avoir, de ne pas l'avoir sur un central. C'est par défaut, ça c'est by design dans le produit maintenant. Et c'est bien sûr totalement rétrocompatible, c'est-à-dire que si vous avez des polars dans des versions antérieures à 25.10, ils sont tout à fait capables de, encore heureux, de continuer à fonctionner et de recevoir leur configuration en clair. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que vous déployez un polar en 25.10, il va par défaut être capable de recevoir de la configuration chiffrée. Et si vous mettez à jour votre polar, il faudra faire en sorte qu'il soit capable de recevoir cette configuration. Tant qu'il ne l'est pas, le central lui enverra une configuration en clair. Comment on fait ça?
Sur cloud, vous n'avez rien à faire. C'est géré dans le script register. En on-premise, on a une évolution des procédures d'installation et d'upgrade pour les polars, avec pour la première uniquement un changement de droit sur le script qui existe déjà, qui est le register server topologie. Donc là, il faudra l'exécuter avec des droits admin. Pourquoi? Parce que ce script va exploiter un endpoint qui est très restreint, très, très sécurisé, et qui va permettre de récupérer la clé de chiffrement, justement, et de la déposer sur le polar. Et dans le cas d'un upgrade, on a cette fois rajouté une étape et on aura besoin d'exécuter le write engine secrets qui va faire exactement la même chose, c'est-à-dire récupérer la clé depuis le central et la déposer sur le polar. Concernant Central Monitoring Agent, il se débrouille et récupérera sa clé depuis le polar. Vous n'avez rien à faire en particulier pour lui donner, c'est totalement transparent. Donc très peu d'étapes, très peu de changements. Par contre, une sécurité accrue à tous les niveaux de la chaîne. Second sujet, je vais passer à CMA, donc Central Monitoring Agent, pour un peu d'actualité sur ce vaste sujet. Un rappel déjà, toujours redézoomer un petit peu sur le sujet CMA, pourquoi j'utilise un agent, pourquoi je n'utilise pas un agent, est-ce que demain, Central Infra Monitoring, ce sera du full agent, est-ce que les polars vont disparaître? La réponse est non, c'est totalement complémentaire. On va avoir des cas où il sera plus pertinent d'utiliser des polars, ou des cas où vous n'aurez juste pas le choix, par exemple sur certains protocoles que l'agent n'exploitera pas, ou avec impossibilité de déployer un agent, typiquement sur des switches, des routeurs, etc. Vous n'aurez pas d'agent CMA, c'est pas prévu dans l'immédiat. Et il y a certains cas où vous aurez aussi besoin d'un agent, par exemple quand vous aurez des protocoles ou des sens de flux qui seront proscrits, quand vous aurez des sites qui n'auront pas de polar en local, quand vous aurez besoin d'exécuter des scripts custom directement sur l'hôte qui vont nécessiter des droits et ou une consommation de ressources importantes, et donc qui ne peuvent pas être déportés sur le polar. On a aussi des cas de MSP, j'ai discuté avec pas mal de clients MSP, où on a justement cette problématique de clients du MSP qui déploient ses propres scripts et qui les gèrent de manière totalement autonome localement sur ses hôtes, avec de l'intelligence de business dedans, avec des choses un peu sensibles. Et le MSP, côté Central Infra Monitoring dans la plateforme, n'a pas vocation à avoir ces scripts, même à posséder ces scripts et à comprendre comment ils fonctionnent. Lui, il a juste à avoir une commande qui les exécute et c'est l'agent qui s'occupe en local de remonter les données, les métriques et les statuts. Donc là, dans ce cas-là, l'agent, il est hyper intéressant aussi. Donc la réponse à tout ça, c'était de proposer CMA. CMA, c'est un agent qui se veut sécurisé, par défaut aussi. On a beaucoup bataillé pour ça. Qui se veut performant. On a fait énormément de benchmarks par rapport aux solutions qui existaient déjà, NRPE, NS Client. On voit qu'on a une performance sur des checks natifs qui est bien plus importante, tant en termes de consommation côté polar que côté hôte, et qui est basée sur une implémentation moderne qui est OpenTelemetry, qui nous permet demain d'approcher énormément de cas d'usage autour de l'observabilité, qui vont de la rationalisation d'un agent avec les logs, avec des EM, jusqu'à la possibilité de s'interopérer avec n'importe quelle autre solution, de manière à avoir le moins d'agents possible sur un autre. Il y a beaucoup de pistes de travail dans ce sens-là. Central Monitoring Agent, c'est plus d'1 an de bêta. C'est une bêta qui a été très suivie. Il y a eu des dizaines de clients, il y a une communauté The Watch qui ne cesse de participer sur les sujets. Ça nous a beaucoup aidé, moi le premier, sur la co-construction de la roadmap. On avait certaines idées, certaines certitudes, dont certaines se sont avérées vraies et d'autres se sont avérées finalement pas si prioritaires, ou à l'inverse des choses qu'on estimait secondaires qui finalement sont devenues des évidences à développer. C'est vraiment ce que j'appelle co-construction et ça, merci aux personnes présentes ce jour qui ont participé, qui continuent à participer à ça, puisque ça permet de proposer une solution qui colle au maximum avec vos besoins, vos attentes et qui crée de la valeur. Donc aujourd'hui, on a 140 plateformes utilisatrices. Il y a eu beaucoup de travail, j'ai mis de manière estimative à peu près 60 000 lignes de code. Donc il y a vraiment du boulot sur le sujet. On a une équipe qui travaille dessus et qui continue à travailler dessus. On a à ce jour 6 connecteurs de supervision. Ça augmente à chaque release connecteur, puisqu'on supporte de plus en plus de monitoring connectors dédiés à CMA. On les reprend petit à petit d'NS Client. On a aussi, j'en parlais avant, une sécurité par défaut qui passe par des tokens et du TLS, un déploiement en masse via une CLI qui est disponible pour Windows.
et des contrôles natifs, je parlais tout à l'heure de la performance, ainsi que le support des scripts personnalisés que vous auriez pu déjà développer pour NS Client NRPE, avec à ce niveau-là des évolutions qui sont en train d'arriver pour faciliter encore plus le support de ces scripts. Dans les prochaines évolutions, donc c'est bien entendu non exhaustif, on travaille sur l'optimisation de l'interface pour gérer des fortes volumétries. Techniquement, ça le gère très bien. Au niveau UI, on a encore des choses à faire mieux pour pouvoir mieux les visualiser et mieux les gérer. Le gros sujet du moment, c'est la simplification de l'expérience utilisateur autour de la sécurisation, autour du déploiement. On a entendu vos remarques vraiment sur la partie complexité, bien qu'on a essayé de simplifier au maximum, mais la complexité qui est résiduelle sur la configuration des certificats, parce que les certificats sont un sujet qui peut être complexe. Et donc, on travaille vraiment à simplifier l'expérience utilisateur là-dessus pour avoir le moins de clics possible, le plus d'automatisation possible. Et on se dirige clairement vers une génération automatique de certificats pour que le déploiement de l'agent, finalement, puisse se faire en 3-4 clics et que dans 90% des cas d'usage, ce soit largement suffisant, tout en vous laissant la possibilité d'aller plus loin dans une configuration avancée de certificats. Côté Windows, on travaille sur la double installation qui est déjà possible sous Linux. Ça, on va la livrer très prochainement. Là, le développement est terminé. La double installation, c'est quoi? C'est la possibilité sous Windows d'installer plusieurs instances de l'agent pour qu'il puisse aller discuter avec plusieurs callers, potentiellement plusieurs plateformes. Ça, c'est par exemple utile quand vous avez des plateformes de test et de prod et que vous avez un seul hôte, vous n'avez qu'un seul agent dessus et vous voulez comparer les données qui remontent sur les deux plateformes, par exemple suite à un test de montée de version ou un test de changement de configuration. On travaille aussi sur un package MSI pour faciliter les déploiements via GPO. Un gros sujet autour de l'enregistrement automatique des agents. Donc, je suis un agent, je discute pour la première fois avec un poller. Je me mets en supervision moi-même, on va dire, sans nécessité d'action de l'utilisateur. Donc, il y a tout un scénario autour de ça, pareil, pour faciliter l'onboarding des nouveaux agents. Et bien évidemment, un sujet de conteneurisation aussi, qui est un sujet plus global Centréon et qui concerne aussi CMA. Et j'en parlais juste avant, des simplifications aussi autour des native checks, custom script, pardon, pour pouvoir gérer de manière encore plus simple ces custom scripts et ne plus avoir à déclarer de commande à chaque fois qu'on veut un nouveau custom script, mais d'avoir une commande générique qui nous permet d'appeler nos scripts. Une petite vidéo sur la nouvelle interface. On a fait évoluer l'interface de configuration d'agents pour permettre quelque chose qui était déjà possible techniquement, mais pas reflété dans l'interface, c'est-à-dire la configuration d'une connexion dans un sens et dans un autre pour le même poller. Donc, connexion initiée par l'agent et par le poller. Donc, on a modifié la fenêtre, on l'a épurée, on l'a simplifiée. Et ça permet de configurer pour un même poller deux sens de connexion en fonction des hôtes. Il y en a certains qui vont se connecter dans un sens et d'autres dans l'autre. Ça, c'était quelque chose qu'on pouvait déjà faire, mais il fallait aller modifier le fichier à la main. C'était pas souhaitable. Une évolution aussi sur l'installeur. Donc là, la CLI donnée pour exemple, qui n'a pas évolué. Et l'installeur, par contre, on a profité d'une contrainte technique, d'une dépréciation de librairie pour revoir aussi le design de l'installeur, qui est un petit peu plus moderne maintenant, avec mais avec une présentation un petit peu plus actuelle. En termes de design, et puis on en a profité pour intégrer quelques éléments graphiques un peu sympas, des messages d'erreur plus complets. Donc là, c'est pour l'installeur Windows. Dernier sujet, on a travaillé également sur l'interface des groupes d'hôtes. Plus globalement, en fait, on travaille petit à petit à migrer des pages que nous on appelle legacy, qui sont des pages historiques de configuration dans Centréon, qui utilisent certains éléments de code, certaines librairies de code qui ont quelques années, et qu'on migre petit à petit vers des pages respectant le nouveau format, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue expérience utilisateur. Donc il y a vraiment des guidelines qui ont été développés. Et petit à petit, on migre ces pages. C'est des designs que vous pouvez voir dans les dashboards, c'est des designs que vous pouvez voir maintenant dans la configuration des groupes d'hôtes. Et en fait, dans Ressources Status aussi, on implémente de plus en plus ce design-là. Et l'intérêt d'implémenter ce design, c'est qu'on ne se contente pas de faire copier-coller. On va au passage réfléchir à l'amélioration de l'interface. On va aussi réfléchir à la pertinence de reprendre certains champs.
puisque Centréon est un produit qui a 20 ans. Donc il y a des champs qui ont évolué, il y a des usages qui ont évolué, et des fois on a un petit coup de balayette à passer pour enlever des champs qui ne sont plus utilisés parce que gérés totalement différemment. Donc on profite aussi de ces travaux à chaque fois pour nettoyer les écrans, ce qui a été le cas pour les groupes d'OTAN. On en a enlevé, je crois, 6 ou 7 de champs. Et l'intérêt aussi très très bénéfique de ces refontes de pages, c'est que, étant donné que toutes nos pages actuelles maintenant sont full API, et ben à chaque fois qu'on retravaille une page, si elles n'existent pas déjà, on développe ou on enrichit les API existantes. Donc en fait, chaque fois qu'on travaille une page, vous avez aussi au passage les API qui s'enrichissent et que vous pouvez utiliser dans vos automations, dans vos scripts, quels que soient les usages. Petit exemple, donc la nouvelle page de Hostgroup, c'est celle-ci. On voit qu'il y a des champs qui ont disparu et on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré. Avec pour autant l'essentiel, parce que tous les champs nécessaires sont toujours là, avec les actions de duplication, de suppression, d'activation, etc. Les actions en masse, tout ce qu'on... Fonctionnellement, on n'a rien perdu, mais c'est présenté différemment. Je termine sur la mise à jour de la plateforme Centréon en 25.10. Donc les systèmes d'exploitation officiellement supportés, ce sont ceux-là, donc Enterprise 8.9, Debian 12 et Raspberry Pi pour la partie Polar. En termes de dépendance, donc la Centréon Inframonitoring 25.10 s'appuie sur PHP 8.2, MariaDB 10.11 et MySQL 8.0 et 8.4, puisque l'end of life MySQL 8.0 est en avril. À savoir aussi que pour la 24.10, on va assurer un support de MySQL 8.4 pour être cohérent avec la fin de support 24.10 qui arrive après le end of life 8.0. Donc on est en train de finaliser aussi le support 8.4 pour la 24.10. Les custom views seront désactivées pour les nouvelles installations. Elles seront supprimées à terme, donc pas de panique. On n'a pas encore bloqué de date. Ça, Romain pourra aussi confirmer ce que je dis. Il n'y a pas de couteau sous la gorge. L'idée, c'est petit à petit de pousser à la migration vers les dashboards. Et donc maintenant, on les désactive par défaut pour les nouvelles installations. Pour les installations existantes qui ont des custom views, elles restent visibles et on encourage vivement à migrer. Et bien entendu, la documentation continue d'être mise à jour à chaque version et il y a pas mal de nouveautés sur la 25.10 que vous allez pouvoir retrouver dans les différentes pages. Merci pour votre écoute. Et merci à toi. Beaucoup de questions sur la gestion des secrets, sur quelques questions sur l'agent, quelques questions sur les OS. Peut-être qu'on peut, les OS, je pense qu'on a répondu aux questions. Hein, c'est Debian 12, donc Debian 12, voilà, ça fonctionne sur 25.10, il n'y a pas de problème. On n'a pas Ubuntu 24 LTS, ça c'est non. On parle des OS 25.10 ou des OS agents 25.10. Okay. Oui, bah voilà, tout ce qui n'est pas dans la liste, effectivement, n'est pas par défaut supporté. Voilà. Pour autant, là, généralement pour les OS, la suggestion, ce serait s'il y a un vrai besoin, de poster une ID The Watch, ce qui est encore le meilleur moyen pour que nous on sache qu'il y a de l'attente là-dessus. Ensuite, qu'on puisse se positionner en fonction des attentes qu'il y a sur ces différents OS. Donc il y a des questions de quand est-ce qu'on supportera Debian 13. Je ne sais pas si toi tu as la réponse. Sur Centréon Inframonitoring, j'ai pas la réponse. D'accord. Enfin, toutes les pareil, questions à laquelle on répond. Les OS ID. D'accord. On va Alma Linux, on supporte Alma Linux. Il y a des questions là-dessus. Rocky, c'est oui, mais pas officiellement parce que c'est la même chose, je crois. Peut-être qu'il y a des questions comme ça qu'on va répondre après le webinar directement, puisqu'on récupère la liste des questions à la fin du webinar. Oui, sur tout ce qui est OS, on répondra. Voilà. Est-ce qu'on envisage de publier une image dockerisée, containerisée dans le futur? Oui, pas pour l'instant. Alors, là, on va essayer de faire le tri dans les questions. Sur la partie encryption, là, est-ce que ça change, est-ce que ça va bouffer toute la mémoire ou le CPU du Polar? Et est-ce que ça change les flux réseau entre Polar et Central et Polar? Non et non. Non, ça ne bouffera pas la performance puisque c'est quelque chose qu'on a mesuré, qu'on a benché, qu'on a garanti.
Et il n'y a pas de changement au niveau des flux réseau puisque le poleur va récupérer les informations via le flux qui est déjà ouvert en fait avec le central. Est-ce Il n'y a pas besoin que d'ouvrir de nouveaux ports ou quoi que ce soit. voilà. Est-ce que dans ces secrets, les passe-phrases de SNMPv2 ou de V3, est-ce que c'est concerné, est-ce que ça fait partie des Oui, choses tout à qui fait. peuvent Oui. être Tout tout à à fait. fait, Tout hein? ce qui est de type password, de toute façon, et tout ce qui est affiché avec des petits ronds dans l'interface plutôt que les caractères en clair sont de la donnée de type password. Donc à partir de là, c'est D'accord, stocké et exporté en tant que credentials. d'accord. Bon. Il y a des questions sur CMA. Est-ce que l'agent, dernière version de l'agent 2510 est fonctionnel sur des poleurs centrales 2410? Est-ce que c'est rétrocompatible ou je sais pas comment on dit? L'agent 2510 fonctionne sur des polars centraux 2410. Ça peut fonctionner, par contre, c'est quand même souhaité d'avoir une version de polar alignée avec la version de l'agent. Donc ce Ne serait serait-ce que pour plutôt. profiter des dernières évolutions et des derniers bug fixes. Mhm. D'accord. Est-ce que le NRPE, Linux et Windows, va être abandonné au profit de CMA? Bah, le NRPE, de toute façon, est déjà plus vraiment supporté, même plus du tout, Mhm. côté Nagios. Donc, il va être abandonné. En fait, il l'est de facto De déjà. facto, voilà. Nous, on n'a pas prévu pour l'instant de déprécier les monitoring connecteurs NRPE si c'est la question, Mhm. parce que on fait une transition douce. Hein, de la même manière qu'NS Client, on va continuer à le packager pour l'instant, comme on l'a toujours fait. Mais clairement, l'objectif, c'est de pousser de plus en plus vers CMA et de comprendre si vous n'allez pas vers CMA, qu'est-ce qui peut bloquer pour améliorer CMA jusqu'à ce que ce soit plus Mhm. une question. Il y a une question sur comment est-ce qu'on est prévenu, alerté d'une nouvelle disponibilité de CMA, d'une nouvelle version logicielle du CMA Windows. Comment est-ce que je suis ça? Bah, actuellement, ça va être les communications habituelles Centréon, hein, comme une version. Donc Ce qui sur peut The être Watch, la partie ouais, version, la Product exactement, Update, ça peut être la section Product Update de The Watch, sur laquelle on peut c'est s'abonner. ça, les release notes, le product update, ça va être aussi, ça c'est vrai que pour l'instant on l'a pas forcément beaucoup utilisé, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse des annonces aussi directement in-app les outils qu'on a dans l'application pour faire des annonces. Ça c'est quelque Mhm. chose qui pourrait être fait aussi. Et il y a également la communauté Slack pour ceux qui sont dessus, sur lesquels on a des publications dès qu'il y a des nouvelles releases de chaque composant. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions qui ne sont pas des questions, mais des suggestions. Donc ça, on Mhm. les traitera à part. Et après, Ouais, il faut aussi aller sur The Watch et sur ID, ce qui me permet de faire une ouais, on est petite page très de preneur publicité de The tout. Watch. Je vais juste repartager mon écran vite fait. Tout l'écran, Je quitte tac. le partage. Voilà, sur The Watch, pour information, hein, Fabrice, qui gère la plateforme The Watch, a lancé un nouveau programme qui s'appelle Loyalty Programme. Les points que vous gagnez sur The Watch, en fait, se transforment en points à dépenser sur un store où il y a des goodies Centréon. Donc, pour avoir un mug Centréon, bah, voilà, il faut participer à The Watch. On a des points parce qu'on répond à des questions, etc. Et ensuite, on a un bouton, on appuie, on se trouve sur un petit site comme un e-commerce hein, où il y a des goodies. On les achète avec les points de The Watch. Donc, voilà, c'est une petite information, petite page publicitaire là-dessus. Alors, j'essaie de faire le tri. On a beaucoup de questions. Il nous reste encore quelques minutes, hein, puisqu'on est ouvert. Alors, il y a des gens qui ont des petits soucis avec la jambe. Pour ça, c'est sur The Watch, il y a un groupe dédié. Il ne faut pas hésiter à aller poster ces questions sur le groupe dédié à l'agent. Il y a beaucoup d'activités. Euh, il y a. Attendez. J'essaye de retrouver les nouvelles questions. Bon, il y a une question complètement déconnectée sur le MCP pour interagir avec un agent IA. On travaille dessus. C'est pas disponible maintenant, mais il y a quelqu'un chez nous qui travaille là-dessus pour rendre ça disponible. Euh,
Est-ce que le CMA va être prévu pour des environnements AIX? AIX Sujet, 7.3. sujet délicat. Sujet délicat. Est-ce qu'on a des demandes? Oui, et j'ai pas vu qui avait posé la question, mais c'est peut-être C'est Alexis. David. Alors non, c'était un autre client qui m'avait posé la question. C'est identifié comme un besoin. Maintenant, techniquement, c'est pas forcément simple en l'état. Donc, ça va impliquer peut-être d'autres décisions un peu plus lourdes derrière, mais on sait qu'il y a un besoin là-dessus, ça c'est sûr. Voilà. C'est un peu une D'accord. réponse de Normand, j'en ai conscience, mais oui, on sait qu'il faut le faire, mais ça va pas être à court terme parce qu'il y a des implications. D'accord. Euh, Pareil, je crois qu'il y a une idée sur The Watch là-dessus. N'hésitez pas à les voter dessus. Enfin, c'est vraiment le canal. Nous, on voit aussi, c'est un de nos baromètres, hein. Pas hésiter à aller mettre de la chaleur sur un sujet qui est important pour vous. Pareil, là, je vois IBMI à S400. Cherchez, ou s'il n'y a pas, créer des idées. Votez dessus. Ça sert vraiment à ça. Donc, vous êtes sûr que le besoin, il est D'accord. vu. D'accord. Quelqu'un qui dit que la doc, je pense, c'est sur l'agent ou est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de travail sur la documentation aussi, hein, même dans le cadre de 2510. Hmm. Tu Il y a confirmes? eu un gros travail sur la documentation en 2510. On sait qu'elle reste complexe, même si elle était largement simplifiée. Et en fait, ce qui est particulièrement complexe, souvent, c'est la partie certificat. On le sait. Mhm. Et c'est Oui. pour ça qu'on travaille autant à l'automatisation, à la génération des certificats. Et une fois que ça se sera en place, en fait, il y a 2 tiers de la documentation qui va pas forcément disparaître parce que pour les cas avancés, elle est toujours pertinente, mais ne servira presque jamais en fait. Elle servira que pour des cas très spécifiques. Mhm. Il y a une petite question, je la lis, mais je vais l'interpréter. Est-ce qu'il y a une gestion de timeout lorsque Centrion Web ne reçoit pas de résultat de l'agent 2510 durant un certain temps? Je pense que ça, c'est une fonction assez connue de détecter C'est la qu'un agent est notion de mort. freshness. Ouais, c'est la notion de freshness, tout à fait. Mhm. Donc c'est prévu. Donc ça marche, ça Donc, fonctionne, ça ouais, ouais, existe. c'est tout à fait prévu. C'est paramétrable et donc voilà, Centrion détecte que cet agent-là ne nous a pas parlé depuis un moment En et fait, donc il y il y a a un une problème. fonctionnalité qui est disponible de base dans Centrion Infra Monitoring pour les checks actifs. D'accord, Donc, c'est un des champs d'accord, qui existe, hein, c'est la notion de mhm, freshness, qui d'accord, va regarder au-delà d'un certain délai si la donnée est fraîche ou pas, et si elle n'est pas fraîche, on va changer de statut. Donc ça, nous, on l'apporte dans l'agent à partir de la 25.11 pour le cloud, donc la prochaine version cloud, et prochaine mineure 25.10, donc là, c'est développé, donc je dirais d'ici un gros mois. J'ai pas exactement le planning des release mineurs en tête, mais en tout cas, dans la prochaine mineure 25.10, ce sera inclus. d'accord. Euh, des petites questions. Est-ce que ça... Il y a des petites questions pour Florian, il y répondra en direct. Ouais, je suis en train de naviguer aussi, voir si j'ai Voilà. des choses où je peux répondre rapidement. Voilà, je pense qu'on a traité. Est-ce qu'on peut gérer l'agent à travers Puppet pour l'installer, l'upgrader? Cas d'usage Une à solution de creuser, je type. connais pas assez Ouais, Puppet. Il ouais, faudrait qu'on creuse. En tout cas, on veut aller dans ce sens-là, que ce d'accord. soit Ansible, que ce soit Puppet. Donc là, je suis C'est, preneur, c'est, pareil, soit d'une idée The Watch, soit d'un message privé, n'importe quoi, pour qu'on en discute et qu'on creuse un petit peu le besoin. Je suis très preneur. Mhm, d'accord. Euh, Bon, je suis pas sûr qu'on ait traité vraiment toutes les questions. On va arrêter le Je vais les webinaire reprendre une ici. par une de toute façon, comme ça tout le monde. On a l'export après, Pierrick. Oui, oui, c'est ça. On va Ouais, récupérer où l'export des questions. chaque On va question essayer de. aura une réponse de ma part. Voilà. Exactement. Il y a On aussi va des. répertorier les questions que je partagerai au product manager qui vous répondront voilà, plus tard. D'accord. Donc ça, c'est Fabrice qui vient de parler là. Merci à tous. N'hésitez pas à interagir avec les product managers sur les groupes dédiés The Watch ou poser vos questions à la communauté sur The Watch. Merci pour votre participation. Il y avait 250 personnes connectées là aujourd'hui sur 400 inscrits, donc c'est pas mal. Le même webinaire aura lieu cet après-midi en anglais pour ceux que ça passionne. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée.